merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans Tribune Présidentielle. Face à face tendue le week-end dernier entre des militants de l'UNDP et le sous-préfet de Minganga dans le département du Mbéré, région de la Damawa. À l'origine de cet accrochage, l'interruption par l'autorité administrative du convoi de Bello Bouba Maïgari de passage dans l'arrondissement pour une prise de contact avec ses partisans. Devant une foule nombreuse et un impressionnant défilé de véhicules, le sous-préfet Yaya Mbenga à bord de sa voiture a tenté de barrer la route au cortège. En réaction, les populations ont déplacé son automobile pour poursuivre leur parade. La scène, filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux depuis samedi, suscite de vives réactions. Pour sa défense, l'administrateur justifie son intervention par la nécessité de faire respecter les clauses stipulées sur le récépissé de déclaration de manifestation publique qui interdisait formellement tout défilé motorisé et ou pédestre. Selon lui, les militants auraient enfreint ces consignes. L'incident n'a cependant pas empêché la tenue du meeting, mais interroge sur la légitimité de l'administrateur civil à se faire justice lui-même. Comment autoriser un rassemblement public tout en conditionnant strictement son déroulement? Doit-on y voir une forme d'obstacle au déploiement de l'opposition sur le terrain en cette période préélectorale? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission, mais avant, place au journal. En ouverture, les otages récemment libérés par une opération conjointe du BIR, de la gendarmerie, de la police et de la force multinationale ont été présentés à la presse ce lundi dans l'enceinte du gouvernorat de la région de l'extrême nord. Parmi les personnes libérées figurent un Tchadien et un Congolais qui, aux côtés d'autres ex-otages, ont été pris en charge au camp du Bir à Ouaza. Lors de leur présentation, le gouverneur Midiawa Bakari a indiqué que les investigations se poursuivent et qu'une enquête est ouverte, tandis qu'un dispositif de sécurité renforcé est déployé pour prévenir de nouvelles prises d'otages. Occasion pour le patron de la région de l'extrême nord de remettre solennellement à chacune des victimes une enveloppe de 500 000 francs CFA pour la rentrée scolaire. L'attitude du gouverneur Midiawa Bakari est à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais à l'entame de cette émission, depuis samedi soir, une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Elle montre le sous-préfet de Minganga, Mbenga Yaya, interceptant des militants de l'UNDP en route pour un meeting du parti. L'autorité administrative explique avoir bloqué la route avec son véhicule pour faire respecter les consignes figurant sur le récépissé de déclaration de manifestation publique. Les militants, eux, dénoncent une tentative d'entrave à leur activité politique. Le reportage d'Amadou Bello. C'est malheureux, c'est un grand combattant. 48 heures après l'incident de Meiganga, le sous-préfet donne sa version des faits. On n'est rien de quelconque empêchement. Mon problème, c'est que les motos ne doivent pas être là. C'est ce qu'on a convenu sur le récépissé. C'était tout. Est-ce que nous sommes encore le 23? On fait, on ne les a pas empêchés. Sur la copie du récépissé de déclaration de manifestation publique, en notre possession, Mbenga Yaya interdit tout défilé, motorisé et pédestre, sur la voie publique. Selon l'autorité administrative, sa présence sur cette vidéo, qui fait bruit sur la toile, vise à faire respecter les consignes. Je vous avais dit qu'il n'y a pas de défilé motorisé. Je vous avais dit ça. Qu'est-ce que je vois encore là aujourd'hui? Je demande que le motoman aille une fois attendre le président là-bas pour lui indiquer pour la cérémonie. Une cérémonie qui devrait, selon le récépissé, s'articuler autour du retrait des cartes d'électeurs, de la désignation des représentants au sein des bureaux, des commissions locales de vote, du remplissage des procès-verbaux et de la surveillance du scrutin. Son signataire regrette le non-respect des prescriptions. Il y a au lieu indiqué, il n'a nullement été question d'une quelconque formation, d'une quelconque sensibilisation de militants par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Il n'y avait rien là.
Il n'a même pas été question de ça. Pour les internautes sur la toile, le patron de l'arrondissement de Meiganga est contre le meeting de l'UNDP. Et l'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui porte le deuil. L'honorable Yaouba Ladji n'est plus le député UNDP de la Vina, est décédé dans la nuit du jeudi à vendredi à Ngaoundéré. Le membre du Parlement a eu un malaise alors qu'il était en réunion préparatoire pour le meeting de Bello Bouba Maïgari de vendredi dernier. Un malaise qui l'a conduit au CHR de Ngaoundéré où il a rendu l'âme quelques minutes plus tard. Ses collègues gardent de lui le souvenir d'un militant de terrain doté d'un engagement politique irréprochable. Je vous propose d'écouter Célestin Yandal, maire de la commune de Touboro, et Garba Soulé, maire de la commune de Bagno. Il s'exprime au micro d'Amadou Bello. C'est malheureux, c'est un grand combattant. C'est un combattant de la première heure. Et aujourd'hui que l'UNDP est candidat à l'élection présidentielle, ce qu'il a voulu de tout son vœu, de son vivant, il tombe, selon nous, les armes à la main. Et en l'espace d'une semaine, nous avons perdu 2 camarades dans cette zone, notamment le camarade Abbasadou, puis aujourd'hui le camarade Yaouba. Le camarade Yaouba représentait l'espoir de l'UNDP dans la Vina et plus précisément dans la circonscription de Bel-El. Ateki Seta Caxton, candidat à la présidentielle de 2025, implore les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest touchées par la crise de ne pas boycotter le scrutin du 12 octobre prochain. S'exprimant lors de son bref séjour à Bamenda et à Buea le week-end dernier, le candidat du PAL a promis de rétablir la paix dans ces régions dans les 100 jours suivant son élection à la tête du Cameroun. Du nord-ouest, Ateki Seta Caxton a mis au défi les habitants des régions anglophones de saisir cette opportunité pour apporter un véritable changement, ajoutant que cette élection était une chance unique. René Marquez propose un compte-rendu de sa tournée à Bamenda et à Buea. During his brief stops in Bamenda and Buea respectively, presidential candidate Ateki Seta Caxton of the Liberal Alliance Party, PAL, appealed to the population of the crisis-hit regions not to boycott the October 12, 2025 presidential election. I'm here also to plead with you. Do not turn your backs. Do not turn your backs on this election. It is our only chance. In fact, it is our only chance to be able to transform what has been going on for too long now. It is the only chance that we have. Because if we turn our backs to this election, we're going to get burned. Candidate Ateki expressed his confidence that the population in his region of origin could help him bring about the much anticipated change. I believe that if we decide this year, we're going to change the story of this country. If we believe this year, Nelson Mandela said it always looks impossible. It always seems impossible until it is done. But if we believe, all we need is to have a firm belief that this year we are going to make that change happen. With the Anglophone crisis ongoing, the PAL flag bearer promised to restore peace in the northwest and southwest regions within 10 days if voted into office. I know also that when you come to a region like this, there are specific things that people want to hear, and I could hear the echoes on the road. People tell me, I hope you're going to resolve the Anglophone problem. But, I have, if you look on the flyers I've been giving to you, I have a 100-day plan, clear plan. 100-day plan as to how I think we can work together to bring about an end. You can see it on the flyers. Before engaging the masses in Bamenda, Ateki visited popular areas such as Upstation, Mobinkwen, Commercial Avenue and Food Market. Our president this year, we don't get another one. The new hope has come in Bamenda. Our president this In Buea, he received a massive reception at Mile 17, where he later paraded the streets to drum up support before the start of the campaign.
De son côté, Pierre Kwemo de l'UMS sort de son silence pour sa première rencontre avec la presse depuis la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des 12 candidats à l'élection présidentielle. Le candidat de l'Union des mouvements socialistes a présenté les grandes lignes de son projet de société. Celui-ci s'articule autour de 4 axes prioritaires: la justice sociale, la démocratie réelle, la souveraineté économique et la solidarité nationale. L'essentiel à retenir du point de presse donné par le candidat Pierre Kwemo à suivre dans cet élément de Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. Face à la presse ce week-end, le candidat de l'Union des mouvements socialistes a réaffirmé son engagement en faveur de l'alternance lors de la présidentielle du 12 octobre prochain, qu'il considère comme un moment décisif pour l'histoire politique du Cameroun. Je reste convaincu qu'en dépit du processus électoral vicié et incongru, le peuple camerounais tient entre ses mains la clé d'une nouvelle ère. Sa candidature, dit-il, incarne l'espoir du changement et repose sur 4 piliers: la justice, la démocratie réelle, la souveraineté économique et la solidarité nationale. Réduction des inégalités, accès équitable aux services publics essentiels, dignité pour tous, du paysan aux fonctionnaires, de l'ouvrier aux commerçants. Concernant la stratégie électorale, il insiste sur le travail de proximité mené sur le terrain et n'exclut pas la possibilité d'une coalition de l'opposition jusqu'à la dernière minute. Cette campagne de proximité prend du temps et c'est souvent hors caméra, hors réseaux sociaux. Compte tenu de mon expérience en politique, je ne suis pas quelqu'un qui a commencé cette politique aujourd'hui. Fort de cela, je peux vous dire que nous sommes en train de travailler. Et vous verrez le résultat le moment venu. Je ne dis pas aussi que nous avons abdiqué devant dans les réseaux sociaux. Nous serons dans les réseaux sociaux le moment venu. Et je crois que nous y sommes déjà. Le candidat promet des rencontres régulières avec la presse qui serviront selon celui-ci pour mieux s'appesantir sur la trajectoire qu'il rêve pour le Cameroun. Et à la veille de la présidentielle de 2025, le Front camerounais appelle les gouvernants à reconsidérer la place des femmes et des jeunes dans l'action politique. Réunis en congrès mixte le week-end à Yaoundé, le parti a réaffirmé son engagement à promouvoir des initiatives concrètes en faveur des électrices attendues aux urnes le 12 octobre. Interrogé sur un éventuel ralliement, la formation n'a pas donné sa position, tout en indiquant privilégier la piste d'une candidature féminine. D'autres précisions dans cet élément de Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. Réunis en congrès mixte ce week-end à Yaoundé, le Front camerounais a lancé un appel fort aux gouvernants: revaloriser la place des femmes et des jeunes dans la vie politique et appliquer les engagements déjà ratifiés par l'État. Oui, notre pays a ratifié des lois. Oui, notre pays est un arbre de lois, de ratifications, mais la mise en œuvre n'est pas effective. C'est pour ça qu'ici et maintenant, nous envoyons un message fort à nos autorités, à nos compatriotes, aux femmes de s'unir. À quelques semaines du scrutin du 12 octobre, le parti privilégie la piste féminine pour un éventuel ralliement. Cette fois-ci, nous avons une candidate femme qui peut porter ces aspirations-là. Nous restons toujours ouverts, mais jusqu'à présent, lorsque nous allons rentrer dans le congrès extraordinaire, vous allez en savoir plus. Nous sommes des femmes, nous avons des points qui enferment le bien-être des populations. Pourquoi pas ne pas aller 65 ans d'hégémonie homme, ça suffit. Une femme au pouvoir, pourquoi pas. Soucieux de se démarquer de toute dérive, le Front camerounais a réaffirmé son attachement à la paix et dénonce les discours de haine visant les femmes en politique. Et eu égard donc au discours de haine, la xénophobie que nous vivons au quotidien dans nos réseaux sociaux ou certains de nos médias, la nécessité s'impose à nous, à chacun parmi nous, de travailler et d'être un artisan pour la paix. C'est vrai que la paix est un droit fondamental et qu'il incombe à l'État
de la garantie pour sa population. Créé en 1994, le parti se projette désormais dans une dynamique nouvelle, misant sur la mobilisation féminine et juvénile pour peser dans la présidentielle. Dans le reste de l'actualité, 69 bénévoles communautaires formés à la bonne gouvernance par le Bureau régional du Public Independent Conciliator pour le Nord-Ouest. Selon le président, ces bénévoles sont chargés de rendre compte des activités de l'institution. Un coup de pouce pour le développement local dans toute la région du Nord-Ouest. D'autres précisions avec Fondre Marquez. The Office of the Public Independent Conciliator has strengthened the capacity of 69 community-based volunteers. Their role is to get the right information from the councils that we monitor to give to us. Since they are residents in the municipalities, they get the information from the source and then get it to us so that we can have good reports about the councils. One of the volunteers explained how he intends to carry out his defined task as spelled out by the Public Independent Conciliator. So we are supposed to go back to the councils and ensure that it is not just the fact that neighborhood committees are proposing projects, but that these projects are proposed on time and that the council actually takes into consideration these proposals and that they are spatially distributed across the various neighborhoods and villages that make up that municipality. But if you go to some council areas, you discover that the mayors are executing projects only in their villages or in their quarters and the rest. But now the citizens must know that with good governance, projects should be spatially distributed. Mayors should not be making excuses, and they'll be able to work with the village and neighborhood committees in tandem to ensure that these projects are proposed. These selected individuals are expected to aid the Office of the Public Independent Conciliator by reporting accurate information. This year, we have a campaign on good governance, and we will make sure that all the councils in the Northwest exercise good governance. And then they are our monitors, our ambassadors in the communities to make sure that the councils exercise good governance. According to the office, this exercise will extend to other divisions in the Northwest region to speed up local development. La route nationale numéro 7, longue d'environ 110 km reliant Edea à Kribi, se délite chaque jour un peu plus. Nid de poules titanesques, chaussées effondrées, véritable piège mortel d'après les populations, provoquent des accidents en chaîne et ralentissent dangereusement le trafic. Le reportage de Juliana Tada et Loïc Tegia. Edea Kribi, cette route serait-elle devenue un piège? Cet usager s'interroge. C'est des pièges tout le long du pont d'Union, dans le côté du littoral. C'est comme si nous on était abandonnés. C'est des pièges et toujours des meurtres. Toujours des meurtres. Donc vraiment, on ne sait pas. Edea, ville industrielle sur la Sanaga, sert de plaque tournante entre Douala, Yaoundé et le sud. Kribi, de son côté, est la porte maritime flamboyante du pays, avec un port en eau profonde dont l'expansion est soumise à cette voie pour respirer. Sauf que divers facteurs font de cette voie désormais un parcours du combattant pour les nombreux usagers. Le transport, c'était à 1000 francs. On a mis à 1500. Quand le carburant a augmenté et l'état de la route, le carburant revenait à 2000 francs le transport. Fermé si on prend 1000 francs, puis l'état de la route. Donc c'est le carburant d'abord et l'état de la route nous embête. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Les coûts humains et matériels s'accumulent, les retards augmentent. La compétitivité du port de Kribi s'envole en fumée et les transporteurs payent fort de leur poche. Il y a beaucoup de pannes qui viennent, il y a des amortisseurs qui se cassent, il y a des amortisseurs cabines qui se cassent, sans compter les éclatements de roues. Sans compter les éclatements de roues, parce qu'il y a des trous qu'on arrive, ça te prend brusquement. Et alors, finalement, c'est même plus pire dans la nuit, parce que la nuit, les gros porteurs sont obligés de garer. Ils ne peuvent pas circuler dans la nuit. Parce que même, quelle qu'en soit la quantité de phares que tu as, tu ne peux pas circuler ici dans la nuit, parce que c'est inaccessible. En cette veille électorale, les populations semblent bien décidées à présenter la facture aux gouvernants. À la veille des élections comme ça serait le moment idéal pour
le parti au pouvoir de vraiment de montrer au peuple qu'il est avec le peuple. Parce qu'on ne peut pas rester avec les routes comme ça là, et dire qu'on va voter toujours le même parti au pouvoir. C'est pas bon. Et moi, je pense que l'autorité administrative, ils passent ici tout le temps. Ils doivent voir l'état des routes. Ils doivent faire quelque chose pour nous. Il faut aussi penser au bas peuple à un moment donné. C'est pas bon. Pourtant, des travaux en régie se succèdent depuis octobre 2023. Marquage, curage, bouchage pour un coût de plus de 83 millions de francs CFA. Sur 4 années, plus de 2 milliards ont été investis sans résultat durable. En décembre 2024, SOMAF a traité 8,5 km. En parallèle, 7 milliards supplémentaires ont été programmés, apparemment sans remède structurel. La route Edé-Kribi en lambeaux renaîtra-t-elle d'ici peu, ou alors connaîtra-t-elle le même sort que certaines routes nationales du pays? Dieu souhaite ainsi. Et la biodiversité chez les Grassfields, Bana projette se doter d'un musée botanique. Ce groupement, situé dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun, veut matérialiser le projet qui date de la période coloniale, lequel vise à protéger les espèces végétales endémiques et à promouvoir la recherche scientifique, un pas important pour la conservation du patrimoine naturel de la région et à œuvrer pour le développement durable. Sa Majesté Api Sikam V donne ses principales motivations dans cet élément de Franck Duroc-Tassonka. Dans le cadre de la préservation de la biodiversité dans la région de l'Ouest Cameroun, le groupement Bana projette la création d'un musée botanique. Ce projet, dont l'idée remonte à l'époque coloniale, a pour ambition de promouvoir la conservation de la nature et de contribuer au développement local. C'est venu simplement de notre vécu au quotidien, de voir l'impact climaticide de notre comportement au quotidien sur notre environnement. Et il était pour nous urgent de penser ce projet-là pour y répondre. Et c'est un projet, comme le président l'a dit, qui nous concerne tous, qui est participatif et qui doit nous interpeller sur notre façon de vivre au quotidien. C'est-à-dire que le Camerounais, l'Africain aujourd'hui doit se dire comment moi je vis et comment ça impacte, n'est-ce pas, mon environnement immédiat. Parmi les objectifs fixés figurent le développement de l'écotourisme, la promotion de la médecine traditionnelle, l'éducation environnementale, la recherche scientifique, ainsi que le renforcement des capacités des communautés locales. Au Conseil régional de l'Ouest, selon son plan régional de développement, le musée botanique de Bana bénéficiera d'un accompagnement. Un projet phare qui rentre en droite ligne avec les objectifs du Conseil régional de l'Ouest. Nous avions dans notre plan régional de développement pensé qu'il faille accompagner les chaufferies dans la mise en place de la structuration et la mise en place des musées. Et un musée comme celui-ci, un musée botanique comme celui-ci, comprenez qu'il est le bienvenu, de notre région. Le Conseil régional, à côté de Sa Majesté le roi Bana, fera tout ce qui est de son pouvoir pour que ce musée voit le plus rapidement possible le jour. À travers son musée botanique royal, cette partie des Grassfields entend préserver la biodiversité tout en valorisant le patrimoine culturel. L'idée, selon ce souverain, vise également à consolider les liens entre les populations et leur environnement. Bientôt, la rentrée scolaire et les activités de vacances rentrent progressivement en gare. C'est le cas à Fumbot, dans la région de l'Ouest Cameroun, où le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a présidé ce lundi la cérémonie de clôture des activités de vacances. Une cérémonie qui s'est soldée par la remise des prix et bourses aux jeunes. Plus de précisions dans cet élément de Sidi Djingou, notre correspondant sur place. Esplanade de la commune de Fumbot, ce lundi 25 août 2025, en face d'une centaine de jeunes ayant participé aux activités de vacances dans la localité. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monuna Futsu, le membre du gouvernement, est venu encourager les jeunes de cette partie du pays dans la voie du civisme et de la formation. Nous
l'importance de cette activité et notre présence ici pour encourager d'autres promoteurs à offrir davantage d'activités et d'œuvres de vacances en faveur de la jeunesse. Parce que les vacances sont un moment important de choix des filières, des choix de formation, des choix de l'avenir de la jeunesse qui aujourd'hui doit être davantage orientée vers la formation professionnelle. Pendant 2 mois de vacances scolaires, les jeunes de Fumbolt ont participé à de nombreuses activités et formé dans divers domaines comme l'informatique, la couture, la coiffure, entre autres. Si vous voyez un peu là, vous allez voir ce que les enfants sont en train de faire. Ils savent que c'est comme du savon, vinaigre, peut-être du jardin, savon. Vous allez voir que ce sans peut-être chercher beaucoup de bénéfices. Vous allez voir que c'est du travail d'abord sur le cynisme qu'on montre aux enfants avant de faire quelque chose de bien fait. Voilà l'objectif d'organiser l'événement, d'abord l'éducation. Pour permettre aux jeunes élèves de reprendre le chemin de l'école le 8 septembre prochain, des bourses ont été remises aux meilleurs. Toute chose qui a donné du sourire aux parents. Exprimer que notre gratitude pour cette œuvre louable que ce jeune garçon a apportée dans la commune de Fumbolt. Chaque année, on essaie d'envoyer les enfants et les enfants aussi rentrent satisfaits d'avoir appris quelque chose de ces jeunes et d'avoir aussi retenu quelque chose dont l'essentiel est ne pas perdre son temps. À la fin de la cérémonie, le ministre a tenu à remercier les organisateurs pour l'encadrement de jeunes pendant les vacances, une période parfois critique. Nous sommes fiers et nous voulons que ça fasse tache d'œil sur d'autres communes. Parce que même notre rôle, nous l'avons cité dans notre discours. Le Code général de la décentralisation, c'est d'abord ça le vrai travail. Quand on dit qu'il faut aller à la base c'est d'abord qu'on commence par les enfants, c'est la pépinière. Ainsi s'achèvent les activités de vacances utiles à Fumbolt. Rendez-vous l'année prochaine. Deuxième partie de tribune présidentielle, meeting de l'UNDP à Menganga. Le sous-préfet de cette unité administrative s'est offert en un spectacle plus que surréaliste, barrant la route au cortège du président national Bello Bouba Maïgari, venu présider la cérémonie. Tout en colère, des sympathisants de ce candidat à la présidentielle d'octobre prochain ont dégagé le véhicule de la chaussée. Comment expliquer et justifier que tout un administrateur civil principal se réduise à une telle basse manœuvre pour empêcher un leader politique de l'opposition de mener ses activités à quelques semaines du scrutin du 12 octobre? La lecture de Jean-Paul Chouniat. Le sous-préfet de Menganga ayant décidé de barrer la voie au cortège du président national de l'UNDP, des jeunes et sympathisants de cette formation politique ont eux aussi décidé de dégager de la route cet obstacle qui a empêché au candidat à la présidentielle Bello Bouba Maïgari de faire son entrée à Menganga, ville de la Damawa, une région acquise à la cause de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. La scène semble bien surréaliste, que personne n'en croirait à ses yeux qu'une autorité administrative, en l'occurrence le sous-préfet Mebenga Yaya, dresse en barricade sur la voie publique son véhicule de fonction au seul motif de stopper la descente sur le terrain d'un leader de parti politique en pleine mouvance de l'élection présidentielle à venir. Selon des sources, sur les raisons avancées par cette autorité administrative pour justifier cet acte, les organisateurs du meeting de l'UNDP auraient violé les exigences de la déclaration de tenue de cette manifestation publique, visiblement suffisant pour le sous-préfet du coin de dresser son véhicule en bouclier. Un bouclier qui n'a pas résisté à la fureur des jeunes de Menganga. Le sous-préfet Mebenga Yaya avait-il besoin d'en arriver là, en se substituant aux agents d'exécution de la force publique, si ce n'est un excès de zèle manifeste, d'exécuter lui-même les instructions de sa hiérarchie, notamment le préfet du département du Béré, qui en son temps avait lui aussi sur instruction du gouverneur de cette région et conduit le député Cabral Libi de cette unité administrative. En mémoire, une correspondance du gouverneur Kildadi Tageke Boukar adressée au ministre Paul Atangadji de l'administration territoriale sur l'état du maillage territorial et la domination politique de l'UNDP dans la région de la Damawa pourrait démontrer à suffisance qu'après l'élimination du redouté opposant Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti au pouvoir et ses agents dans l'administration publique ont désormais un poids lourd de la présidentielle dans leur viseur. Bello Bouba Maïgari, ministre démissionnaire du gouvernement, au 12 octobre de son
d'hier. De cet élément que vous retrouverez dans nos prochaines éditions d'information. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Roland Tsapi, éditorialiste chez Balafon Média. Bonsoir. Bonsoir Claude. Bonsoir également au professeur Emmanuel Diatio, macroéconomiste, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie de m'inviter sur ce plateau. On sera rejoint tout à l'heure par El Hadj Amadou Oumara, communicant du RDPC. Et on a en ligne Maître Cheikh Oumarou, membre du comité central de l'UNDP. Il est en ligne de Berthois. Maître, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Maître ? Non, nous ne l'avons pas. Alors on revient ce soir, messieurs, sur ce qui s'est passé à Menganga ce week-end dans le département du Béret, région de la Damawa. Roland Tsapi, professeur Diatio, on a vu à travers une vidéo qui fait depuis samedi le tour des réseaux sociaux des Camerounais, des jeunes déplacés à un véhicule dans lequel se trouvait le sous-préfet de l'arrondissement de Menganga, ce dernier qui a décidé de barrer la voie au cortège du candidat Bello Bouba Maïgari qui se rendait pour un meeting vu que le candidat a entamé une tournée de prise de contact avec sa base politique, avec ses militants et sympathisants. Déjà, dans un premier temps, vous avez vu, professeur, cette vidéo. Vous trouvez cette réaction, la démarche de ces Camerounais déplacés? Je demande le premier ressenti de la personne qui a vu la vidéo, sans forcément savoir ce qui s'est passé, si cette réaction était plus ou moins justifiée. Je pense que, pour répondre de façon objective à votre question, il faudrait se poser quelques questions. Le sous-préfet de Menganga, qui se retrouve, n'est-ce pas, faut le reconnaître, qui se retrouve en train de barrer la route seul, sans être accompagné par le FMO. Ça pose un problème. Ça pose un problème parce que il me semble que s'il avait été accompagné des forces de maintien de l'ordre, les choses ne se seraient pas passées de la même façon. D'abord, il y aurait eu une discussion avec les organisateurs de la manifestation. Lorsqu'on observe, n'est-ce pas, la vidéo, on a l'impression que les organisateurs de la manifestation n'ont pas été informés. Il n'y a pas eu un dialogue. Il y a plutôt eu un bras de fer du sous-préfet qui a voulu montrer que c'était lui le patron dans la zone. Or, il me semble que quand bien même on serait dépositaire de la loi, il y a un processus qu'on doit respecter. Dans ce pays, les gens ont pris l'habitude, alors qu'ils sont chargés de veiller à la bonne application de la loi, les gens ont pris l'habitude d'être ceux-là même qui foulent aux pieds la loi. On va s'étendre davantage tout au long de cette émission, professeur, sur la réaction de l'autorité administrative, mais on a pu entrer en contact avec Maître Cheikh Oumarou. Maître, vous êtes en ligne, bonsoir. Maître Cheikh Oumarou est au téléphone. Il réagit depuis Berthois, où l'équipe du candidat Bello Bouba Maïgari est arrivée pour un meeting. Maître, bonsoir. Non, on ne l'a pas en ligne. Professeur, oui, vous parliez du fait que le sous-préfet ne se soit pas fait accompagner de forces de l'ordre, oui, de maintien de l'ordre, oui, pour cette démarche. Oui, nous avons l'impression, n'est-ce pas, que le sous-préfet, comme d'habitude, a cru bon, sorti de son bureau ou de chez lui, aller barrer la route
empêcher, n'est-ce pas, aux gens de vaquer à leurs manifestations. Et je crois que nous avons pris l'habitude dans ce pays de voir des gens, parce qu'ils sont dépositaires d'une autorité, abusés. Or, je crois que la réaction des populations dans cette zone traduit tout simplement la frustration, n'est-ce pas, de ces populations. Il faudrait que nous revenions dans une république où les lois sont appliquées. À la vue de cette vidéo, vous avez directement pensé à un abus de l'autorité administrative. Quel est l'intérêt, n'est-ce pas, pour le sous-préfet de mettre sa voiture sur la chaussée? Sa voiture n'est pas un élément qui lui permet de barrer la route. Est-ce que c'est comme cela qu'il fallait procéder? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Le sous-préfet a engagé un bras de fer alors qu'il aurait pu procéder autrement. Professeur, vous me permettez une fois de plus de vous couper, s'il vous plaît. On a Maître Cheikh Oumarou en ligne. On espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Maître, bonsoir. Maître... Déjà, je voudrais vous faire savoir si le réseau s'est rétabli. Oui. Et nous tous, nous avons été inspirés de la réaction de ces jeunes. Et peut-être on n'est pas d'eau. Parce que au moment où le cortège est passé, à un certain moment, il s'est interrompu. Moi, j'étais dans la seconde bande des véhicules. Et ensuite, nous avons trouvé le véhicule du sous-préfet qui a obstrué le chemin. Nous sommes descendus à pied à partir de la brigade pour rejoindre le lieu des fêtes. Par exemple, moi, j'ai dû marcher sur 500 mètres avant de me faire attraper par le véhicule. Bon, déjà, moi, je pense que beaucoup font d'amalgame dans cette affaire. Il ne faut pas d'amalgame. Parce que toute personne ne peut pas organiser une manifestation, l'interdire. Maître, revenons un peu sur l'identité de ces jeunes. Ils étaient du parti ou ils n'étaient pas? Déclarer une manifestation un peu répressive sans document, ça c'est impossible, bien par les forces. Moi, je pense qu'il a été dit quelque part que le défilé motorisé et peut-être ce soit interdit. Mais l'erreur que le sous-préfet a commis, je pense peut-être, c'est de garer son véhicule pour obstruer le passage. Je ne sais pas qui des véhicules, effectivement, les véhicules ne peuvent pas avoir accès. Peut-être qu'ils voulaient barrer la voie aux motos. Ils sont venus nous souhaiter la bonne arrivée. Malheureusement, dans son texte, il n'est dit nulle part que les escortes soient interdits. Il a parlé de défilé. Donc, sachez que l'UNDP, c'est un parti citoyen, c'est un parti illégaliste qui ne peut pas quand même s'amuser à affronter l'administration. Déjà, le président de la fédération qui a demandé l'autorisation, on peut même pas l'autorisation, qui a déclaré la manifestation, a dit qu'il s'engageait effectivement à préserver l'ordre public et des intrus. Vous savez que nous sommes dans une période très très délicate et surtout que les populations aspirent au changement. Après ce qui se passe autour du MRC, on se dit peut-être que l'administration veut barrer la route à l'UNDP aussi. Peut-être avec un peu de chauffement, mais sincèrement, vous n'allez pas voir les militants de l'UNDP au premier rang. Vous n'avez pas vu, vous n'allez pas voir sur les images, vous n'allez pas voir. Il n'y a aucun militant en tenue. Ils faisons les pados. On devait dégager vraiment la voie. Donc il ne s'agit pas de militants de l'UNDP. Maître, vous nous entendez, Maître Cheikh Oumarou? Malheureusement, on l'a perdu. Maître Roland Tapi, selon le membre du comité central de l'UNDP, qu'on va essayer de l'avoir tout à l'heure, il ne s'agissait pas de militants de l'UNDP, il s'agissait plutôt de PADO. Bon,
On imagine que ce sont des sympathisants ou des sympathisants du candidat Bello Bouba Maïgari, mais ils faisaient partie du convoi. Et ce qui a amené le sous-préfet à faire la descente sur le terrain, à barrer la voie au convoi, en disant aux membres de l'UNDP qu'ils n'ont pas respecté la consigne du récépissé de déclaration de manifestation publique qui interdisait justement un défilé motorisé. Le fait qu'on ait, si ce ne sont pas des militants, des sympathisants qui escortent un candidat, est-ce que ça peut être assimilé à un défilé motorisé? Claude, je vais d'abord commencer par m'arrêter sur cette difficulté à communiquer. On a un correspondant qu'on ne peut pas joindre et discuter avec lui librement dans un pays où il y a au moins 3 opérateurs de téléphonie. Et avec ces difficultés, vous comprenez très bien que le chemin est encore très long. Plutôt, il y a des préoccupations plus importantes sur lesquelles les gouvernants devaient se plier, se préoccuper. Mais ce n'est pas le cas. Vraiment, c'est désagréable que les téléspectateurs, les auditeurs soient assis ou à écouter un correspondant qui ne peut pas communiquer librement, tout simplement parce qu'il y a une défaillance des réseaux. Pourtant, chaque année, l'ART nous fait savoir que les opérateurs ont été sanctionnés parce que la couverture n'est pas bonne. Et on a également constaté que depuis peut-être le début de cette année, les réseaux dans l'ensemble sont presque catastrophique dans ce pays. On ne sait pas ce qui se passe et ça n'émeut personne. Et voilà les résultats. Et je voulais commencer par le relever pour le déplorer. Maintenant, concernant la situation de Meganga, il faut déjà se refuser désormais de vouloir à tout prix coller l'étiquette de militant d'un parti politique à toute personne qui veut manifester ou bien qui s'exprime. Il ne faut plus faire comme si on veut à tout prix identifier telle ou telle personne comme militant de tel parti, parce que le but derrière, qui n'est pas dit, c'est de l'incriminer et par effet de transition, incriminer le responsable de ce parti en disant qu'il entretient une meute ou bien une bande d'indisciplinés. Ça n'a rien à voir du tout. Ce qu'il faut noter là, c'est que qu'ils soient militants ou pas, tous ceux qui se sont mis en branle pour frayer un passage là, c'est un message qu'ils sont en train de faire passer. Vous allez noter que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la force qui était à leur disposition, c'est-à-dire la force de leurs mains, pour faire quoi? Frayer leur passage. Ils n'ont à aucun moment vandalisé le véhicule. Ils n'ont à aucun moment posé un acte de violence. L'acte qu'ils ont posé, c'était dans le but de frayer leur passage. Et une fois fait, ils ont continué leur chemin. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, les gens, les populations, plutôt, et ce qu'ils ont fait là, les populations ont envie de s'exprimer. Et l'homme politique américain disait, Thomas Jefferson, disait que quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Roland Sapi, vous permettez. Vous allez revenir tout à l'heure sur l'attitude, le message derrière l'attitude des populations. On nous signale que Maître Cheikh Oumarou est en ligne. Maître... Non, un autre problème de réseau. Ça devient compliqué. Maître Cheikh Oumarou, je signale que vous êtes à Bertoua. Le cortège du candidat Bello Bouba Maïgari est arrivé à Bertoua, dans la région de l'Est, où est prévu justement un meeting. Maître, on a vu circuler sur les réseaux sociaux un communiqué attribué au président de l'UNDP, le candidat à l'élection présidentielle. Dans ce communiqué, il dénonce des manœuvres orchestrées par le ministre de l'administration territoriale, surnommé le Moulinex. Est-ce que ce communiqué est déjà authentique? Bon. Premièrement, je voulais déjà vous rappeler que ce document est un fake pour usage de foi en écrit public. Parce que le président national le signe jamais avec le stylo à billet noir. Ça c'est une photocopie de sa signature qui a été imitée. Deuxièmement, depuis presque 24 heures que nous avons passé à Garamboulaye, il n'y avait même pas de dépisté. Son secrétaire général n'était même pas là. Qui allait rédiger ce texte?
Nous avons même tenu une réunion que je n'arrive même pas à boucler le compte rendu parce qu'il n'y a pas de temps. Nous avons été reçus par plusieurs responsables du parti. Je ne sais à quel moment ce communiqué a été rédigé pour qu'il signe. Et ce n'est pas le temps du président national. Monsieur Bello Bamaïgaï ne s'exprime pas dans un langage intérieur. Il ne peut pas traiter quand même du ministre de l'administration territoriale de Moulinex. Non, il ne peut pas se réduire. Vous savez, c'est un monsieur tempéré. C'est vrai qu'il a un ton ferme, mais sachez que c'est un monsieur noble, c'est un prince, il a l'amour de son pays, c'est un patriote. Et je vais vous utiliser ça pour vous rappeler encore que c'est un bon fait. Ils ont utilisé le terme que nous avons utilisé sur Radio Balafon ce matin. On a parlé de Z. Vous avez parlé de zèle. Oui. De zèle et d'excès de pouvoir. Au début, nous avons parlé de voie de fait. Parce que je suis arrivé sur la seconde barre du cortège à pied. J'ai trouvé le véhicule qui est déjà presque déplacé. Et maintenant, le sous-préfet lui-même il régulait la circulation des gens. Je ne savais même pas que c'était le sous-préfet qui était à côté de moi. Il régulait lui-même la circulation à un certain moment, non, avancer. Il y avait les fonctions de maintien de l'ordre qu'il observait. La gendarmerie, la police. Et le bureau était très loin. Donc moi, je pense que c'est les internautes qui veulent médiatiser, peut-être pour discuter le BNDP. Puis après, l'opinion dira que ça, c'est un parti, il peut apporter l'ordre public. On ne sait jamais. Donc vous dites, Maître Cheikh Oumarou, que tout autour, il y avait les forces de maintien de l'ordre, mais le sous-préfet a pris sur lui de bloquer votre convoi. Moi, je suis arrivé, puisque moi, j'étais à la deuxième file du convoi. Le convoi du président national est passé sans difficulté. C'est la deuxième vague qui a été suspendue. Moi, je me suis dit peut-être qu'il y avait un accident de circulation. J'ai demandé de garer au niveau de la gendarmerie. Je suis allé à pied. Au moment où je suis arrivé, j'ai trouvé que le véhicule était légèrement déplacé de la chaussée. J'ai marché à pied jusqu'au niveau de l'hôpital régional. Puisqu'il y a beaucoup d'informations autour de cet incident enregistré le week-end, l'attitude du sous-préfet visait à interdire le meeting ou simplement à stopper le cortège du candidat Bello Bouba-Maïgari? Non. Ça, je vous l'assure et je vous le confirme. Le sous-préfet n'avait aucune intention d'interdire la manifestation. Parce qu'il ne peut pas prendre une décision d'autoriser une manifestation et après se rétracter. Avec violence, il ne pouvait pas. Il voulait annuler la manifestation, il n'allait pas une décision. L'administration est écrite, il y a un paralysme de forme. Il n'y avait même pas de trouble. Donc ça, il ne faut pas que les uns et les autres accusent le sous-préfet d'avoir interdit la manifestation. Non. Ça n'a pas été l'intention du sous-préfet. Moi, je peux lire dans l'esprit du sous-préfet, peut-être parce qu'il a interdit le défilé motorisé et peut-être des sympathisants et militants de l'UNDP. Il s'est dit quand les motos sont passées, il fallait donc stopper le mouvement des motos, c'est tout. Ce qui a créé un embouteillage. Moi, c'est ce que je pense. Il n'a nulle part interdit cette manifestation. Non. Mais reconnaissez-vous dans le parti avoir mené un défilé motorisé? C'est d'ailleurs le reproche qui est fait par le sous-préfet. Non. C'est-à-dire dans chaque ville où on arrive, parfois on trouve nos militants qui sont là, avec quelques motos, ils nous escortent. Ce n'est pas le défilé motorisé. Ce n'est pas un défilé d'escorte, ce n'est pas un défilé. C'est-à-dire que c'est du lieu d'accueil jusqu'au lieu de la cérémonie.
C'est noté, Maître Chekoumarou. Mais vous disiez tout à l'heure que le communiqué attribué au président de l'UNDP, candidat à l'élection présidentielle, est un fake. Même si ce document ne vient pas de lui, est-ce que vous avez le sentiment que votre parti et son candidat sont dans le viseur de l'administration, qui voudrait peut-être perturber vos activités de pré-campagne électorale? Bon, il y a eu des petites perturbations au niveau de déjà le départ de Samerco, ce qu'on a constaté. Et ça, je ne peux pas vérifier parce qu'il y a eu des retards de vols les semaines précédentes, les annulations de vols. Deuxièmement, ce qu'on a constaté aussi, comme difficulté sur le terrain, nous avons une difficulté à avoir accès à quelqu'un de tel. Ça, c'est ce qu'on a constaté. Mm-hmm. Et jusqu'ici, le parti poursuit ses tournées. Après Ngaoundéré, Menganga, Garoua-Boulaye, vous êtes à Bertois. Nous sommes à Bertois. En principe, demain, c'est Batouri. Quels sont les enjeux ou quel est l'enjeu de cette tournée qu'effectue votre candidat depuis la semaine dernière, la fin de la semaine dernière? Il faut déjà comprendre. Ça fait longtemps que l'UNDP n'est pas allé aux élections. Nous avons renouvelé les organes de base, les fédérations, les sections et les sous-sections et les comités de base. Il faut que le président national vienne communier avec les militants. Il faut qu'il vienne remercier les nouveaux militants qui ont adhéré. Ce n'est que normal. Nous ne sommes qu'en pré-campagne, nous ne sommes même pas en campagne. Parce que nombreux pensent que nous sommes en campagne, c'est la pré-campagne. C'est noté. El Hadj Oumarou Amara, merci, malgré quelques problèmes de réseau, d'avoir participé à l'émission de ce soir. Je rappelle que vous êtes membre du comité central de l'UNDP. Vous faites d'ailleurs partie de la délégation du candidat Bello Bouba Maïgari, actuellement à Bertois, dans la région de l'Est, Cameroun. Très bonne fin de soirée à vous. À vous demain, au revoir. Au revoir. Nous avons été rejoints par El Hadj Amadou Mara, communicant du RDPC. El Hadj, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Tchapi, Roland, mes amitiés renouvelées à tous les fidèles téléspectateurs de votre grande chaîne qui prend de l'ampleur sur le cosmos médiatique. Voyez-vous, je vous félicite parce que Palafon fait partie des chaînes de télévision les plus regardées à travers l'échiquier national et international. Nous vous remercions de l'invitation accordée de façon permanente à notre grand parti politique, le RDPC. Je vous remercie. Merci El Hadj Amadou Mara. On parle de l'attitude du sous-préfet de Menganga qui ce week-end a bloqué le cortège du candidat de l'UNDP dans l'arrondissement pour un meeting, un moment de communion avec ses militants, les militants et sympathisants de son parti politique. El Hadj, un sous-préfet, un représentant de l'État qui s'oppose physiquement à un cortège politique. Comment vous analysez cette démarche? Bon, vous savez d'abord, les autorités administratives qui sont placées sur l'autorité du MINAT, selon la loi du 12 novembre 2008, sont des dépositaires de l'autorité de l'État. Et aussi, la Constitution, dans son préambule, indique quant à elle que l'État assure la sécurité de chaque individu dans le respect de l'intérêt supérieur de celui-ci, qui est l'État. Aucune raison ne saurait justifier que le comportement des militants de Bello agisse de cette façon. Parce que le sous-préfet, dans un arrondissement, représente l'État dans sa globalité. C'est lui qui est censé gardien de l'autorité de l'État dans l'administration où il incarne. Et moi, je préférerais dire, parce qu'il faut que le président Bello sensibilise les militants, ses sympathisants au respect de l'autorité de l'État. Mais le responsable de l'UNDP a dit que ce ne sont pas ces militants qui ont déplacé le véhicule du sous-préfet, ce sont des sympathisants, des conducteurs de mototaxi. Voyez-vous, moi, c'est que, parce que nous tous, nous avons vu les images à travers nos smartphones, voyez-vous, les images sont claires. C'est vrai, on ne peut pas identifier dans ce genre d'événements qui est militant, qui n'est pas militant. Ça peut être un sympathisant, ça peut être un militant ou peut-être même un badaud
qui est venu aussi découvrir l'événement. Moi, ce que j'aurais souhaité, il faut qu'on maximise, c'est de façon globale, parce que là, ça pose la problématique des comportements des militants en période électorale. Comment on va les éduquer, les sensibiliser, en respectant l'autorité de l'État qui est censée le garder. Voyez-vous, quels qu'en soient les motifs, les raisons évoquées, on ne peut pas vandaliser les véhicules des représentants de l'État. Voyez-vous. Et moi, je voudrais que le président Bello sanctionne, même s'il fallait qu'il fasse une sortie pour sanctionner ces individus qui ont voulu vandaliser les véhicules de l'État. Parce qu'on peut évoquer l'effet des foules et l'effet des masses. La foule, elle ne réfléchit pas. La masse, elle ne pense pas. Elle peut agir de façon spontanée en cas des échauffourées. Imaginez-vous un seul instant, si le sous-préfet était encadré de forces de maintien de l'ordre, et ils ont voulu recadrer l'événement et que la population, dans la colère, essaie de riposter d'une façon ou d'une autre. C'est pour cette raison que nous disons que nous sommes dans une république. La république, c'est un état de droit. Et nous invitons tous les responsables des partis politiques à commencer à sensibiliser leurs militants le respect de l'autorité de l'État. Vous insistez sur le fait que nous soyons dans une république. Est-ce que dans une république, c'est l'autorité elle-même qui prend sur elle de bloquer un cortège, de barrer la voie à un candidat à l'élection présidentielle? Quelle qu'en soit la méthode utilisée par l'autorité, on ne peut pas donner raison aux badauds qui ont vandalisé les véhicules de l'autorité de l'État. Voyez-vous, moi, c'est vrai parce que quand j'ai vu comment il avait communiqué avec ses responsables des partis politiques. Et il a voulu empêcher les motos, les cortèges motorisés, de suivre les cortèges. Et apparemment, selon les représentants de l'INDP, qu'il y a eu concertation entre l'autorité administrative et le parti politique. Il y a eu même une demande d'autorisation des manifestations publiques qui a été accordée par M. le sous-préfet. Et il sait. Et nous sommes en période préélectorale. Nous avons vu comment tous les partis politiques sont en train de se mouvoir à travers les pays sans difficulté. Et espérons que ça va continuer dans le sens pour que nous vivons des élections présidentielles acceptées, apaisées, crédibles et transparentes. Roland Sapui, tout à l'heure, avant l'intervention de Maître Cheikh Oumarou, vous parliez du message derrière l'attitude de ces populations. Une attitude que condamne le représentant du RDPC. J'expliquais tout simplement que ceux qui ont agi là n'obéissaient à l'ordre de personne. Ils n'attendaient que personne ne leur donne l'ordre de faire quoi que ce soit. Mais ce que je note et que j'apprécie là-dedans, c'est qu'effectivement, d'après les images qu'on a, la voiture n'a pas été vandalisée. Je peux vous rassurer que dans d'autres circonstances, les gars seraient rentrés par derrière, prendre des pierres, taper sur les vitres de la voiture et tout cela. Mais je n'ai pas constaté ça. Plutôt, j'apprécie l'attitude de cette population qui n'avait pas pour but de commettre un acte de vandalisme sur quoi que ce soit, mais de libérer leur passage pour continuer à aller là où ils allaient. Si j'ai bien compris le représentant de l'UNDP tout à l'heure, c'est que, en fait, le sous-préfet a laissé passer le convoi, mais ne voulait pas qu'il y ait autant de monde qu'il voyait derrière. C'est pour ça qu'il a bloqué le reste des personnes derrière en réalité. Aujourd'hui, on peut prendre le prétexte de défilés motorisés et tout ça. Défilé motorisé, ça veut dire qu'on a organisé quelque chose comme on voit souvent sur la place de la fête à Yaoundé lors des fêtes et autres. Mais quand tout leader politique est en train d'entrer dans une ville, pour peu qu'il aspire, ou bien pour peu qu'il inspire de la confiance ou bien de la popularité au sein des populations locales, spontanément, il y a des gens qui commencent à aller autour du cortège à pied ou à moto ou en voiture, spontanément. Ce n'était pas, vraiment, je ne comprends pas comment on peut assimiler ça à un défilé motorisé. C'est juste le prétexte que le sous-préfet prend maintenant pour pouvoir justifier son acte, qui n'est pas justifiable du tout. Le communicant du RDPC dit qu'il faut qu'on sensibilise les populations à la responsabilité et tout ça. Mais je peux tout simplement dire que autant les populations doivent être sensibilisées, encore que pour le cas d'espèce, il n'y a pas matière à sensibilisation parce que j'ai l'impression qu'ils ont plutôt été très civiques et patriotes. Ils ont demandé au sous-préfet tout simplement, nous on veut passer. Le sous-préfet est resté dans sa voiture. Il faut plutôt sensibiliser les responsables, les dépositaires de l'autorité de l'État, comme il dit, que l'autorité de l'État ne se retrouve pas dans la rue. Malheureusement, l'autorité de l'État se respecte, s'exerce dans les règles
prévu par la Constitution qui lui donne tout cela. La loi prévoit que le sous-préfet a à sa disposition les forces de maintien de l'ordre, qu'il peut requérir pour toute situation qu'il pense trouble, pour essayer de maintenir l'ordre. Est-ce qu'il a fait? Non. Pourquoi est-ce que lui-même prend le risque? Attends, le sous-préfet normalement devait être, interrogé sur cette attitude. Parce que là seulement, il met non seulement sa propre vie en danger. Imaginez qu'on est dans une situation où la foule vraiment est remontée et commence à vandaliser la voiture avec lui à l'intérieur, ou bien mettre le feu. Ça pouvait arriver. Il se met en danger, il met en danger le matériel de l'État qui lui a été donné pour exercer une fonction. Mais ça ne s'explique pas du tout, oui. Les préfets et sous-préfets, lorsqu'ils sont nommés et installés, on leur dit qu'ils sont garants de l'ordre public. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une intention derrière de maintenir l'ordre, d'éviter que cette mobilisation n'entraîne un désordre, des débordements et tout le reste, professeur? Mais écoutez, Claude, je pense que, et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des lois de la République. Ces lois, lorsqu'on est dépositaire de la loi, on doit être le premier à respecter la loi. Lorsque nous regardons cette vidéo, on se rend compte de ce que le sous-préfet a barré la voie publique avec sa voiture. Ce qui est déjà une infraction. Je me serais attendu à ce que la voie publique soit barrée par la voiture des FMO, dont la mission est, bien évidemment, de veiller à la sécurité routière, donc c'est un domaine qui leur est réservé. Et selon le représentant de l'UNDP qu'on a eu tout à l'heure, les FMO étaient tout autour et observaient la scène. Oui, mais ils n'ont pas barré, c'est pas eux, c'est le sous-préfet qui prend sur lui de barrer la route avec sa voiture. En l'espèce, qui a violé la loi? C'est le sous-préfet qui a violé la loi. Le fait qu'on soit détenteur de la loi ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Le détenteur de la loi est celui qui doit montrer l'exemple. Or, le zèle de certains sous-préfets les amène à poser des actes qui peuvent être répréhensibles. Le représentant du RDPC a parlé de vandalisme. Le concept de vandalisme renvoie à des choses bien précises. Casse. Est-ce que nous avons eu des casses? La réponse c'est non. Nous avons vu des gens qui ont dégagé la voie publique parce qu'ils ont, à tort ou à raison, considéré qu'en l'espèce, le sous-préfet n'était pas en train d'exercer son droit. Que le sous-préfet était probablement en train de piétiner la loi. C'est vrai qu'on ne doit pas se faire justice. Malheureusement, on a affaire à une foule. Le représentant du RTPC parle des militants de l'UNDP. Lorsque nous regardons la vidéo, les militants de l'UNDP étaient habillés en tenue de l'UNDP. Or, quand nous voyons autour de cette voiture du sous-préfet, nous ne voyons personne en tenue de l'UNDP. Conséquence, ce sont des sympathisants, ce sont des badauds qui ont voulu, n'est-ce pas, prendre part à une fête. Et on ne peut pas. Je dis, c'est pour cela que lorsque les organisateurs, partis politiques, annoncent un meeting, que l'État mette à leur disposition les forces de maintien de l'ordre pour permettre le bon déroulement des choses. Pour qu'il n'y ait pas d'écart. Or, lorsque nous regardons là, si nous avions affaire aux violents, aux vandales, parce que quand je regarde comment ils sont en train de transporter la voiture, je ne vois aucun FMO à côté. C'est dire que le sous-préfet était totalement esselé. Alors, si
nous avions affaire aux vandales, ils s'en seraient pris au sous-préfet. Ils ne l'ont pas fait. Je comprends mal l'attitude des représentants du RDPC qui cautionnent tout. Et quand bien même l'administration ou le dépositaire de l'ordre pose un acte qui est répréhensible, il nous revient, en tant que citoyens et républicains, de dire que oui, le sous-préfet est dépositaire, n'est-ce pas, de la loi, mais là, il a outrepassé ses droits. Ça ne lui revenait pas de le faire. Moi, j'aurais aimé que le représentant du RDPC condamne, au lieu, n'est-ce pas, de passer toute son intervention à incriminer l'UNDP, qui forcément n'y est pour rien dans cette histoire. Quand on regarde... Mais l'autorité administrative accuse le parti de n'avoir pas respecté les consignes. Et il me semble que si le sous-préfet n'avait pas mis sa voiture pour barrer la voie publique, ce à quoi nous avons assisté ne serait pas arrivé. Mais le récépissé de déclaration tel qu'il a été publié précise qu'était interdit un défilé motorisé. Et selon l'autorité administrative... Il n'y a pas de défilé. Le défilé motorisé... Il y aurait eu défilé motorisé... Le défilé motorisé, ça c'est un argument après coup. Le défilé motorisé est un défilé organisé par les gens du parti. Est-ce que les gens du parti ont organisé un défilé motorisé? Nous venons d'entendre, n'est-ce pas, le représentant du parti qui dit « Nous n'avons jamais organisé un défilé. » Amenez n'importe quel leader politique dans la ville de Douala. Vous aurez des sympathisants qui vont se mettre en branle avec les motos. Est-ce dire que ce parti politique a organisé un défilé motorisé? La réponse c'est non. Moi je crois que nous sommes en période de pré-campagne. Il faut que les tenants du pouvoir apprennent à laisser les citoyens s'exprimer. Il faut qu'ils apprennent à laisser les citoyens s'exprimer. Il y a un seul parti qui s'exprime dans ce pays, qui peut occuper la voie publique quand il veut. Et vous ne verrez jamais, d'ailleurs les autorités, les dépositaires de la loi, c'est-à-dire les sous-préfets, les préfets, ils vont y aller, même en tenue, n'est-ce pas, de l'administration, comme s'ils étaient des membres du RDPC. Non, il faut que nos sous-préfets, nos préfets reviennent au bon sentiment et retiennent que nous sommes en République. Et qu'en République, le sous-préfet n'a pas à prendre parti pour un parti politique. Merci, professeur Djiacho. El Hadj Oumarou, vous incriminiez tout à l'heure la population, ces civils, ces sympathisants. Bon, même si vous estimez que ce sont des militants de l'UNDP qui ont agi de la sorte, mais est-ce que le sous-préfet n'aurait pas pu réagir autrement? Vous savez, et je vous ai dit dans mon premier propos que peut-être c'est la méthode, mais moi, je reste constant. Que c'est la méthode qui fait quoi? Qui fait problème? Je reste constant. Je ne peux pas cautionner le comportement de ces militants ou sympathisants. Mais l'attitude du sous-préfet est à cautionner? Il y a d'abord des conversations qui ont eu lieu avant d'abord que les cortèges passent. Parce qu'il y avait d'abord les préfets causer avec les gens. Avant qu'ils entrent dans sa voiture, ils dévancent. Même là-bas, ça a failli faire des échauffourées. Moi, ce que je voudrais dire, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt M. le professeur Emmanuel qui a développé et qui a estimé que c'est le sous-préfet qui n'est pas dans ce droit. Si je comprends très bien de façon triviale, c'est ce qu'il a dit. Moi, je dis le contraire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas cautionner le comportement des militants, que ce soit les badauds ou même les passants, de ce genre pendant cette période pré-campagne. J'insiste que le sous-préfet, c'est l'autorité de l'État. Il incarne l'institution qui est la République dans son unité de commandement.
Si lui-même, qui est censé garder ces populations-là, les sécuriser, eux-mêmes et leurs biens, il se comporte de cette façon envers lui, qui va être respecté alors dans la localité? Même si dans les cas où les sous-préfets, nous estimons, ou peut-être certains estiment qu'il devait changer de méthode, où il aurait agi autrement, mais je ne donnerai raison à ces militants badauds qui se sont comportés ainsi. Et c'est pour cette raison que j'insiste que nous tous, nous les acteurs politiques, on doit accentuer nos discours sur le comportement de nos militants pendant cette période préélectorale ou pré-campagne. Et pourquoi parce que le comportement aussi parce que, des voyez-vous, autorités administratives? C'est vrai, j'ai dit l'effet foule et l'effet masse. La foule ne réfléchit pas. Elle ne pense pas. Elle agit de façon spontanée. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Roland Tchapi. Imaginez un seul instant si un voyou s'est levé. Parmi ces voyous, certains peuvent être agressifs envers M. le sous-préfet. Heureusement qu'ils étaient un peu quand même modérés et pondérés dans leurs agissements. C'est pour ces raisons qu'on ne peut pas dire à ces jeunes hommes parce que bientôt ça va commencer à bouger à travers les états-majors des partis politiques, ça a même commencé. Il fallait que nous restons des républicaines. On respecte les institutions et ceux qui incarnent l'institution. Je reste constant là-dessus. Parce que si on laisse faire, les gens vont défier l'autorité de l'État et après, la République devient dans la rue et on ne maîtrise plus rien. C'est pour cette raison que moi, j'aurais souhaité que le président Bello prend acte et il prend une note, même si ce sont les sympathisants, les amis ou les passants. On a vu les véhicules du sous-préfet a failli être vandalisé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu casse, mais c'est inadmissible qu'on porte l'autorité de l'État comme un voyou du quartier, on dégage parce qu'on veut passer et on suit un responsable d'un parti politique. C'est pour ces raisons que je reste constant que la méthode du sous-préfet peut-être n'a pas été bonne dans son comportement face à ces foules, mais je ne peux pas donner raison à cette foule qui a agi de cette façon. Nous continuons à les sensibiliser parce que vous-même, à travers vos médias, à travers vos émissions, nous faisons les discours de l'apaisement parce que nous ne voulons pas les échauffourées pendant cette période sensible. Ce que les gens oublient, ça peut créer une étincelle. Après, on ne maîtrise plus rien. Cette période, c'est une période très sensible que notre pays est en train de traverser. Et partout dans le monde, une élection présidentielle a des enjeux. Et on ne s'amuse pas avec cette élection qui a des enjeux entre un homme et un peuple et que le destin de la nation se joue en cette période. Le professeur Duacho voulait réagir après Roland Tchapi. Oui. Le représentant du RDPC utilise sciemment le mot militant. Or, je le dis, que quand bien même ce sera le RDPC qui va se mouvoir dans la ville de Douala, il ne pourra pas contrôler tous ceux qui assistent à son meeting. Il y a des badauds, il y a des curieux. Et j'insiste sur le fait que ceux qui ont porté cette voiture, quand on regarde, on ne voit aucun militant du... Mais est-ce que tous les militants sont habillés en tenue du parti? Et le responsable de l'UNDP l'a dit. Les militants, ils portent les écharpes du parti. Ils portent les tenues du parti. Là, nous avons des gens qui sont habillés, non pas en tenue de parti. Le représentant du RDPC parle de l'autorité de l'État, de la sensibilité. Mais, monsieur, tout le monde, nous tous, nous savons que nous sommes dans une période sensible. À quoi ça sert, n'est-ce pas, dans votre discours, à chaque seconde de parler de sensibilité? Comme si les autres étaient irresponsables, seul vous êtes responsable. Je crois, et puis vous êtes contradictoire dans ce que vous dites. D'une part, vous dites, oui, même si le sous-préfet n'était pas dans ses droits. Non, le sous-préfet doit être dans ses droits. Il est dépositaire de la loi. Il connaît la loi mieux que quiconque. Il ne doit pas être celui qui, le premier, foule aux pieds la loi. Vous ne pouvez pas fouler aux pieds la loi et demander aux autres de respecter la loi. Je ne dis pas que ce qui s'est passé est bien. Mais je dis, lorsque nous sommes dépositaires de la loi, nous devons veiller à ce que
la loi soit respectée par nous d'abord, avant de demander aux autres de la respecter. Est-ce que, monsieur, une loi de la République demande au sous-préfet de barrer la route avec sa voiture? La réponse est non. Nous avons les forces de maintien de l'ordre, dont les véhicules sont spécifiques et avec lesquels ils ont toute la latitude de barrer la voie publique lorsqu'ils estiment qu'il y a un danger. Et ils sont mieux formés pour de telles interventions? Non seulement ils sont mieux formés, mais ils ont des véhicules qui sont identifiables à distance et dont ils barrent la route avec pour montrer qu'il y a un danger. La voiture de monsieur le sous-préfet est la voiture de monsieur tout le monde. Lorsque je regarde cette voiture, elle n'a rien de particulier pour m'indiquer que je suis en présence de la voiture d'un sous-préfet. Rien. C'est une voiture ordinaire. Pas même la plaque d'immatriculation? Oui, la plaque d'immatriculation, il faut regarder pour savoir. Mais la voiture de police, au loin, je l'identifie. Ce n'est pas pour rien que on les appelle les forces de maintien de l'ordre. Le sous-préfet, visiblement là, n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Je dis, même si je ne suis pas d'accord sur le fait que le sous-préfet puisse être éloigné de la route. Mais nous avons affaire à une foule. Merci, et on ne peut pas demander, à une foule d'être intelligent. Roland Tsapi, tout à l'heure, le représentant de l'UNDP a parlé de zèle de l'autorité administrative. Est-ce qu'on ne devrait pas également voir là l'attitude d'une autorité qui a peut-être peur des représailles, quand on sait que généralement les consignes viennent du ministère de l'administration territoriale, des consignes visant soit à interdire une manifestation, soit à interrompre une mobilisation comme celle-là? L'un entraîne forcément l'autre, c'est-à-dire que la peur des représailles forcément entraîne le zèle, parce qu'il faut y mettre du soi, il faut prouver à la hiérarchie qu'on a fait de son mieux pour que ça n'arrive pas. Cela va de soi. Donc, dans cette logique-là, on peut comprendre que le sous-préfet, malheureusement, est dans une logique que je ne cesse de dénoncer, la logique coloniale qui consiste à regarder les administrés de haut et établir une relation plutôt verticale entre les administrés eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont toujours au-dessus et les autres sont en bas. On dit qu'il a commencé à parlementer avant, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? S'il constate que la situation est en train de le dépasser, de dégénérer, il a son téléphone et le numéro de la plus haute autorité policière ou bien de la gendarmerie de son unité de commandement à porter. Ça, c'est la moindre des choses qu'il aurait pu faire. On va un peu. Donc, je suis content d'écouter Omar Amadou qui demande qu'on comprenne très bien que ça c'est une période sensible. Sauf que son discours s'adresse à la mauvaise cible. Ce n'est pas aux partis politiques et aux gens qui sont dans la rue de savoir que la période est sensible. C'est justement à ces sous-préfets, ces administrateurs gouvernementaux que la période est sensible et se garder de poser des actes qui peuvent provoquer autre chose. Parce qu'on est justement dans cette situation-là. Le sous-préfet aurait dû constater que non, ça me dépasse. Encore que, comme tout le monde le constate, il n'y avait aucune menace de trouble à l'ordre public. Il n'y avait pas de violence et tout. De quoi avait-il peur de laisser, si on peut l'admettre, le défilé motorisé continuer et accompagner le cortège Tchamadou Bilo? Est-ce que ça ne devrait pas créer le désordre dans la ville? Surtout que sur le récépissé, il y a un itinéraire bien défini où ce défilé était justement interdit. Je ne sais pas pourquoi Claude Maillot insiste pour parler des défilés de motorisés. Pourtant, encore une déclaration. C'est ce que dit le récépissé de déclaration. Oui, ils ont que c'était interdit. Oui. Très bien, sauf que même le représentant de l'UNDP vous a précisé qu'ils n'ont jamais organisé de défilé motorisé, mais il faut l'admettre
comme nous ne cessons de l'expliquer, à l'entrée d'une ville où un leader est en train d'entrer, en fonction de l'aura de ce leader dans la ville, forcément, vous ne pouvez pas empêcher ça, vous ne pouvez pas interdire ça, vous ne pouvez rien faire contre ça. Forcément, il y aura des motos, des gens à pied ou en voiture qui vont suivre le cortège. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Et même l'autorité administrative le sait trop bien. Pourquoi voulait-il à tout prix empêcher que ces motos ne suivent? Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que la présence de Bello Bouba dans la localité ait une ampleur importante. En fait, c'est de ça qu'a peur le RDPC avec ses affidés que sont l'administration. Ils ne veulent pas que les populations aient ou plutôt qu'on comprenne qu'il y a des partis politiques qui sont en train de mobiliser derrière. Ils ne veulent pas qu'on comprenne, surtout dans cette partie du septentrion, que après la défertion de ces leaders politiques, ils sont en train d'entraîner avec eux une masse importante des populations. Mais je veux tout simplement leur dire de ne pas trop avoir peur, parce que nous le savons tous. Ceux qui suivent le cortège là ne sont pas forcément des électeurs, vous le savez. Je ne sais pas pourquoi vous êtes autant frileux en ce moment. Laissez les gens s'exprimer dans la rue. J'étais en train de dire quoi? Que la sensibilisation, ou bien la sensibilité du moment, c'est plus les autorités administratives qui sont censées le savoir et se garder de poser des actes qui peuvent mettre l'huile sur le feu. C'est à eux de savoir qu'ils doivent en tout temps se mettre du côté de la loi pour avoir des raisons de frapper ou bien de sanctionner ceux qui ne se sont pas mis du côté de la loi. Mais ils ne peuvent pas délibérément poser une voie de fait. C'est ça qu'on appelle les voies de fait. Et la réaction des populations, c'est également ce qu'on appelle en justice, en droit, la légitime défense, si on peut le dire ainsi. Et c'est des choses qui peuvent s'expliquer. C'est des choses, on ne serait pas arrivé, les populations ne seraient pas venues pour dégager la voiture du sous-préfet si elle n'était pas là. Pourquoi? Qu'est-ce que la voiture faisait là? Je regarde souvent les films, ou bien les documentaires policiers à la télé, et je me rappelle un de ces films où on était en train de chercher des éléments pour culpabiliser un justiciable. On ne savait pas vraiment comment faire, ou bien on n'avait pas toutes les preuves. La police, c'était un trafiquant de drogue. Sauf qu'on n'avait pas encore des éléments palpables pour pouvoir le prendre. La police a fait quoi? On l'avait déjà interpellé, il était en garde à vue et il fallait réunir les éléments pour le présenter devant le procureur. La police, à un moment donné, embêtée et allait perquisitionner chez lui. Parce qu'il fallait à tout prix trouver des preuves. Ils ont pris la drogue chez lui. Ils ont mis sur les éléments de preuve pour l'amener chez le procureur. Sauf que le procureur leur a demandé comment vous avez fait pour avoir la drogue. Ouais. Ils ont dit qu'ils ont perquisitionné. Est-ce que vous aviez un mandat de perquisition? Ils n'avaient pas. Le procureur leur a dit, monsieur, ça ne peut pas être retenu comme un élément. Parce que le moyen, la forme par laquelle vous l'avez obtenu est illégale. Et non seulement ça a été rejeté, mais ça, ils ont été sanctionnés. Parce qu'eux sont censés savoir qu'on n'entre pas chez quelqu'un sans mandat de perquisition. En plus, à son absence. Mais mus, ou bien zélés comme ils étaient, voulant à tout prix satisfaire la hiérarchie qui voulait à tout prix qu'il donne un résultat positif à l'enquête et qu'on incarcère le monsieur. Ils ont outrepassé. C'est un peu dans cette logique-là qu'on est aujourd'hui. Le sous-préfet, dans cette situation, justement, est en train, comme vous le demandiez, de vouloir prouver à sa hiérarchie qu'il a tout fait pour minimiser l'ampleur de la manifestation. Et pour le faire, il use de tous les moyens, y compris les voies de fait. Là, voilà où on en sommes. Mais comme je dis, n'ayez pas peur, le RDPC. Les faits sont là. Il y a eu défection de 2 ministres importants du RDPC qui, comme vous le dites vous-même dans les résultats que vous donnez tout le temps, apportent souvent 40% de voix dans le décompte final de ce que le RDPC réunit pour être vainqueur. Acceptez que ces gars-là puissent mobiliser ces personnes. Si l'UNDP n'avait pas officiellement rompu l'alliance avec le candidat du RDPC, est-ce qu'on aurait eu un tel incident? Même si cet incident n'a pas empêché la tenue du meeting. Justement, on n'aurait pas eu ce problème. Vous savez que l'alliance de l'UNDP ou bien du parti de Chiroma était une alliance avec un individu, ils n'ont cessé de le dire. C'est-à-dire qu'ils le soutiennent pendant l'élection présidentielle pour qu'il soit président. Mais vous savez que
quand donc c'était l'élection présidentielle, au moment où ils étaient encore en alliance, l'UNDP, Bello Bouba, Issa Chiroma, ils menaient des campagnes dans le septentrion au compte du RDPC. Et personne ne s'intéressait de ces éléments qu'on veut nous amener aujourd'hui comme étant les raisons pour lesquelles il y a eu ce genre de choses. Moto ou pas, voiture, on s'en foutait, puisque c'était pour le candidat du pouvoir, le champion de Oumara. Il fallait pas, on s'en foutait. Mais maintenant qu'il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec le RDPC, on commence à chercher les poux, même sur la tête d'un chauve. À ce moment-là, on voit le défilé motorisé, même là où il n'y en a pas. Tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de manifestations du RDPC, on ne parle jamais d'interdiction. Il n'y a jamais incident, ni conflit ou affrontement entre l'autorité administrative, les militants du parti ou les responsables du parti politique là. D'où ces accusations de partialité de l'autorité administrative. El Hadj Amadou Oumara, comment vous répondez à cela? Est-ce que le parti RDPC et son candidat bénéficient du soutien des autorités administratives? Vous savez, je suis vu, mon cher, Roland a dit que le RDPC a peur. Je pense que le RDPC n'a pas peur. Le RDPC reste toujours et demeure un bastion. Les grands restent toujours et demeurent un bastion impénétrable et imperturbable du RDPC. Malgré les mobilisations du FSNC, c'est vrai, nous regrettons le départ. Nous regrettons le départ du ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, et le ministre Chiroma. Nous regrettons leur départ. Mais nous allons nous battre, même sans eux, pour remporter cette élection haut la main dans le septentrion. Pour expliquer, parce que quand les gens estiment sans Bello, sans Chiroma, l'RDPC ne peut pas s'en sortir dans les grands noms. Ils se trompent. Ils se trompent pourquoi? Parce que, si j'ai bonne mémoire, les 3 régions septentrionales ont 50 députés, 50 élus. L'INDP de Bello a 7 sièges à l'Assemblée nationale. Et le FSNC de Chiroma a 3 députés. On jauge aussi le poids d'un parti politique à travers sa représentativité au niveau des élections locales. Et je pense que si on fait les statistiques, à part, même dans la région de l'Adamawa, le RDPC a sa place. Mais entre-temps, le ressenti de la population a changé. Et vous savez, c'est tout à fait normal, la démocratie, elle est évolutive. La population aussi peut évoluer, mais nous allons mettre sur pied des stratégies, des campagnes. Les chefs de délégation départementales du RDPC dans la région de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa sont à pied d'œuvre pour expliquer à nos militants, amis et alliés, parce que voyez-vous, le départ de Chiroma, il y a des alliés qui sont nés après le départ de Chiroma. Vous savez, M. Dewa, Yerima Dewa, et l'honorable Salmana et son parti récemment créé. Ils ont créé des partis politiques qui sont déjà nos alliés. Des partis créés en moins d'un mois. Quel qu'en soit le timing, et le président Biya libéralisé, on a déjà près de 400 partis politiques légalisés. D'autres sont représentés dans les institutions de décision. C'est aussi ça la démocratie. Mais quel est le poids de ces partis politiques, contrairement au FSNC et à l'UNDP? Les 2 poids lourds de ces 2 partis politiques qui nous ont rejoints, parce que voyez-vous, Chiroma comptait sur Salmana. Moi, je suis du Diamaré. Dans le Diamaré, c'est lui qui faisait foule, qui faisait la pluie et le beau temps. Lui, il a rejoint la plateforme des alliés du RDPC. Dans le nord, Yerima Dewa, le tout-puissant Dewa, on connaît sa force de mobilisation. Et ce sont les piliers du FNCC dans la région du nord et de l'est. Même nous, le RDPC, c'est un parti de rassemblement. Nous, on a besoin de tout le monde pour atteindre notre objectif. Les rassemblements dans l'addition, dans la multiplication et non dans la soustraction et la division, comme disait le ministre d'État. Revenons à ma question, Amadou Oumara. Est-ce que les autorités administratives sont au service du RDPC? À chaque fois quand il y a une manifestation au sein du RDPC, le premier point qui est inscrit à l'ordre du jour, c'est la déclaration des manifestations publiques. Le RDPC reste un parti légaliste. Nous avons nos grands événements. Annuels, on a des grands événements. Le 24 mars, l'anniversaire de la création du RDPC, et le 6 novembre, l'anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Vous êtes le journaliste, vous avez assisté à nos différents meetings. Vous-même, le premier point qui est inscrit à l'ordre du jour, qui est lu en public, c'est les récépissés de déclaration des manifestations publiques. Et nos manifestations sont encadrées, organisées
dans nos maisons de parti, il y a débordement à quel niveau? Et c'est ce que nous... Il y a une ouverture de la démocratie. Et on a vu, depuis que l'après-campagne a commencé, Chiroma s'est déployé, on a vu, il était à Garoua. Est-ce qu'il y a un incident? On a empêché qui de se déployer? Parce que les gens soupçonnent la complicité ou l'inceste entre l'administration et les RDPC. Il ne faut pas qu'on sème de la confusion. Les autorités, les dépositaires de l'autorité de l'État sont au service de l'État et non au service d'un parti politique. Le RDPC est un parti politique, comme les autres partis politiques, qui a bénéficié de la confiance du peuple, qui lui a accordé un mandat avec une forte représentativité à travers les pays. Ainsi, le RDPC est irréprochable, c'est pourquoi il ne fait jamais l'objet d'interdiction. Ces manifestations ne sont jamais interdites. Quand il y avait les militants du MRC, on s'est mêlé des ordres dans l'Hexagone. Nos camarades ont écrit ici à Douala Deuxième pour demander qu'ils vont manifester, mais le sous-préfet a interdit ces manifestations. Il y a des cas pêle-mêle que le sous-préfet a interdit les manifestations du RDPC. Si ça ne respectait pas l'éthique et la déontologie, où ça va dans le sens du désordre. Voyez-vous, il faut qu'on dise aux Camerounais, et il faut qu'on dissocie l'administration et les RDPC. Les RDPC comme les MRC, comme l'INDP, comme l'ANDP, comme les FNC, les PCRN et autres, ce n'est pas un parti État. Ce sont des gens mal intentionnés qui collent cette étiquette au RDPC. Nous restons un parti au pouvoir, nous avons des alliés, des sympathisants, nous sommes en train de se battre comme les autres sur le terrain pour reconquérir les voix. Si on disait que nous sommes parti État, on devait rester pantois, observer les événements pour dire que l'État est avec nous. On ne mène pas aucune action politique d'envergure pour avoir la confiance du peuple. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est un marché politique qui est ouvert. Chaque parti politique va trouver son compte. Ce sont les comptoirs. Maintenant, chacun va présenter son projet de société. On va venir défendre bilan contre bilan, argument contre argument. Le président Paul Biya avait dit, débattons, ne nous battons pas. C'est ça aussi la démocratie. Professeur Giacho, c'est un cas, cet incident, c'est un cas parmi tant d'autres. On a vu le candidat du PURS interrompre sa tournée de présentation de son manifeste, justement, à la suite de l'interdiction par une autorité administrative de sa tournée ou bien de ses déplacements dans son arrondissement. Maintenant, c'est l'UNDP, même si l'incident n'a pas empêché la tenue de son meeting prévu le week-end dernier à Menganga. Est-ce que les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, doivent déjà se préparer à ce genre Alors, avant de répondre à votre question, vous avez posé la question aux représentants du RDPC de savoir si le RDPC était un parti qui avait les faveurs de l'administration. Je réponds oui. Le RDPC est un parti qui a les faveurs de l'administration. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsque le RDPC organise certaines de ces manifestations, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet y sont. Et ils assistent comme des militants de ce parti. Et jamais, je dis bien, jamais, au grand jamais, je n'ai vu un parti d'opposition au Cameroun, lors de sa manifestation, avoir un gouverneur assis à la tribune, un préfet assis à la tribune, que les partis un sous-préfet. Écoutez-moi, laissez-moi parler. Donc, je n'ai jamais vu cela. Pourquoi cela est-il possible pour un parti et impossible pour les autres? Mais tout simplement parce que, en participant aux manifestations du RDPC, ils ne risquent rien, alors qu'en assistant aux manifestations des partis d'opposition, ils risquent. Quand vous voyez le sous-préfet ou le préfet dans une manifestation d'un parti d'opposition, c'est pour interdire, c'est pour restreindre les libertés. Parlons des défections de Chiroma et de Bello Bouba, de savoir si ces défections pouvaient porter un coup au RDPC, au candidat du RDPC. M. Oumarou a dit non. Je lui dis
Oui. Oui, parce que en 2018, la situation était totalement différente de celle de 2025. En 2018, Bello Chiroma avait appelé à voter pour le candidat Biya. En 2018, l'Église n'avait pas pris position. L'Église était silencieuse. Or, l'Église, depuis un certain temps, prend position. Mais elle est divisée. Je dis bien, l'Église prend position. Elle est divisée. Et en deux camps. Les cadors de l'Église les plus connus, le plus connu, c'est l'équipe disent, et dans la région du Grand Nord, je reprends un évêque qui a dit, oui, l'évêque de Yagua a dit qu'il préférerait le diable, n'est-ce pas, à condition que ça libère les énergies. C'est un discours tout à fait nouveau. Nous avons vu à Bafoussam ce que Monseigneur Lanty a fait. Donc la situation n'est plus la même qu'en 2018. Et en 2018, le président Biya était visible. En 2025, le président Biya n'est pas visible. Le RDPC, jusqu'à présent, fait des réunions avec des photos. Ça veut dire que au sein même du RDPC, les gens sont désemparés. D'ailleurs, pour une fois, on a eu une candidature au sein du RDPC, autre que celle de son président national. C'est dire que la sérénité de 2018 a disparu. Nous sommes en 2025, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Donc, je ne pense pas, comme le dit le représentant du RDPC, qu'il faille être serein dans leur camp. Ce n'est pas possible. Et il y a une dynamique. Nous avons vu cette foule qui accompagnait Bello Bouba. Même si tous ne sont pas des électeurs, il n'empêche que quand vous avez une foule aussi importante, ça veut dire que vos nombres de militants capables de voter ont aussi augmenté. Ça permet d'évaluer l'influence du candidat ? Bien entendu, il y a une dynamique. Nous avons vu une semaine auparavant Issa Chiroma. Lors de son retour à Garoua. Son retour à Garoua. Donc, ce sont des signes qu'on ne voyait pas en 2018. 2025, c'est autre chose. Et puis, pendant ce temps, d'autres partis, je veux parler du MRC, qui a développé ses implantations sur le terrain, qui est bien présent dans le Grand Nord. On ne peut pas dire, d'ailleurs, il l'a dit tout à l'heure, qu'il faut reconquérir. Alors, s'il veut reconquérir, on ne reconquiert que ce qu'on a perdu. Est-ce qu'ils vont rattraper ce qu'ils ont perdu? Je n'en suis pas sûr. Donc, la situation est une situation qui est un peu compliquée pour le parti au pouvoir. Maintenant sur la question du climat actuel pour l'opposition. Oui, est-ce que l'opposition nous donne des signes d'union? Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille une union, un candidat unique de l'opposition. Je ne suis pas de ceux-là. Ceux qui, à longueur de journée, nous sortent ce discours sont des colons. Ils reprennent le discours des colons. On peut aller en rang dispersé et gagner. D'ailleurs, vous avez de nombreux candidats de l'opposition qui, même seuls, j'insiste bien, seuls, ne feront pas 1%. Je dis bien, même seuls. C'est ceux que, dans l'opposition, on appelle les accompagnateurs. Ils font du bruit, mais dans leur propre famille, on ne vote pas pour eux. Professeur. Et ils sont, oui, et ils sont très nombreux.
Écoutez, j'ai vu un candidat, soi-disant de l'opposition. Vous savez que la CRTV n'ouvre pas ses antennes à l'opposition. J'ai vu un candidat, soi-disant de l'opposition, être invité sur le plateau de la CRTV. J'ai dit, mais celui-là, il est vraiment de l'opposition? Ok. J'en doute fort. Vous savez, vous avez plusieurs types de candidats. Vous avez ceux qui ont maille à partir avec le fisc et dont la présence leur permet, le parti au pouvoir pense que la présence de ces gens-là favorise l'émiettement de l'opposition. Est-ce que passer à la CRTV fait de vous un mauvais opposant ou bien vous savez très bien que nous connaissons comment fonctionne notre télévision. Lorsque vous êtes un vrai opposant, vous n'êtes pas invité sur le plateau de la CRTV. C'est une réalité. C'est une réalité. Donnez-moi un seul exemple d'homme politique camerounais, figure importante de l'opposition, dont on a invité sur la CRTV décliner son programme. Je n'en connais pas. Le feu ni John Fungi, il passait régulièrement à la CRTV. Le candidat du SDF pourrait passer dans les prochains jours. Qui sait? La tranche sera ouverte. En tout cas, je reviens à mon propos. Vous allez conclure par là. Oui, je reviens sur mon propos en disant, est-ce qu'il faut à tout prix que toute l'opposition se rende derrière un individu pour gagner? J'ai dit non. Nous avons en réalité deux gros candidats. Ils se trouvent dans le Grand Nord, Issa Chiroma et Bello Bouba, qui sont les deux grands candidats. Tout le reste, j'insiste bien, tout le reste, ce sont des accompagnateurs. Et il suffit que ces deux-là s'entendent et que le président Kamto donne une consigne pour que les choses fonctionnent, pour qu'il y ait changement. Ça reste votre avis, professeur Djiacho. Roland Zapi. Apparemment, le pouvoir du sympathie. Au moment où on dénonce les manœuvres des responsables, des représentants de l'administration, quelle est l'attitude que devraient normalement adopter ces candidats et ces partis de l'opposition qui effectuent sur le terrain des meetings de campagne préélectorale? Notons qu'on n'est pas encore dans la phase de campagne électorale, mais à quelques semaines de l'ouverture de la campagne électorale, il y a déjà ces incidents qui sont enregistrés. Comment devraient se comporter ces candidats et partis politiques? En essayant d'être le plus républicain possible, mais ne pas, je veux dire quoi, baisser les bras, ne pas céder à ce qui est en face, en réalité, de l'intimidation. Copier l'attitude des sympathisants de l'UNDP, par exemple, qui ont déplacé le véhicule du sous-préfet? Non, plutôt, il faut plutôt se dire que les autres préfets et sous-préfets ne se permettront pas ce genre d'incartade, d'écart de conduite, c'est ce qu'il faut dire. Je continue de penser qu'il faut laisser les populations là où elles sont. Les populations étaient dans une logique de frayer leur passage et passer. Les populations n'étaient pas dans une logique d'affronter qui que ce soit parce qu'ils n'ont cassé personne, ils n'ont insulté personne. C'est comme vous êtes en train d'avancer sur une route, vous voyez qu'un arbre est tombé là sur la route, vous déplacez l'arbre, vous partez, vous n'avez rien contre l'arbre, vous ne savez pas à qui ça appartient, vous cherchez votre chemin, vous passez. Cessons d'incriminer. Attention, nous sommes... Je crois que je l'ai dit sur ce plateau ou pas, mais nous sommes désormais dans une logique où devant une situation, on accuse plutôt la victime que son bourreau. C'est quoi ces affaires-là où, le bandit vient cambrioler dans votre maison, on vous pose la question, pourquoi est-ce que vous avez d'abord laissé votre maison ouverte? Vous êtes en route, une moto qui roule mal vous frôle, vous bouscule dans la boue, on dit que vous faisiez quoi en route? Vous ne saviez pas qu'il y avait les besquinés en route? L'État viole allègrement la loi, on dit que vous ne saviez pas que l'État fait comme ça. Mais attendons, il faut cesser de légitimer les violations permanentes, les écarts de conduite pour vouloir dire que il faut qu'on se prémunisse des mesures pour ne pas tomber dans le piège de celui qui est en train de poser des pièges illégalement. Non. Les partis politiques ont simplement à se comporter conformément à la loi. Et chaque fois que cette loi est violée en face,
ils doivent résister. Ils doivent résister. Il n'est pas question que, de manière systématique, un sous-préfet interdise les manifestations d'un parti politique sous prétexte de l'ordre public et que les partis politiques, finalement, restent comme ça. De toute façon, ce qui est en train de se passer maintenant est prémonitoire de ce qui va se passer au moment de la période électorale. Sauf que, heureusement que au moment de la campagne, heureusement que la loi prévoit que les campagnes, les meetings et autres ne sont plus astreintes à des déclarations ou bien à des fameuses autorisations des sous-préfets. Heureusement. Mais n'en reste pas moins possible qu'ils orchestrent une manœuvre pour toujours empêcher que les choses ne se passent. Au cours de la campagne passée, il y a eu des tentatives comme ça, des sous-préfets qui interdisaient ou bien qui refusaient aux partis politiques de faire le meeting, soit disant que le site n'est pas disponible. Ou bien ils font ça autrement. On cède le même site à 4 candidats à la même heure, juste pour essayer de faire en sorte que rien ne marche. Donc, ça va se faire toujours. Bon, au même moment, il faut que donc les partis politiques sachent très bien qu'est-ce qu'il y a en face, se prémunissent contre vraiment les attitudes de l'administration, mais sans laisser croire que ce que l'administration fait, ou bien c'est l'administration dans l'ensemble. Parce que, et ça pour finir, Ouattara ne veut pas admettre que nous sommes dans un pays où on a un État-parti. L'État, c'est le parti. Le parti, c'est l'État. La preuve, depuis le début du mois d'août, le palais de l'Unité est transformé en siège du RDPC. Le palais de l'Unité, c'est là-bas que le secrétaire général de la présidence de la République reçoit les différents corps de l'État, de la société civile et autres, au nom du président de la République et en tant que président du comité stratégique de campagne du RDPC. Donc c'est là-bas, au palais de l'Unité, qu'on prépare la campagne d'un candidat qui est candidat comme tous les autres. Parce qu'au stade où on est, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a dit que voilà le nombre de candidats, tous se mettent sur le même palier. Il y a un nivellement complet. Est-ce qu'ils peuvent être au même niveau, sur le même palier, quand on a des candidats simples et un président sortant de l'autre côté? Je suis en train de dire, quand il s'agit du président de la République, il est encore en fonction. Mais quand il descend de là, quand on parle de candidat, on parle du candidat Paul Biya. Il n'est plus le président à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'en temps normal, quand les ministères vont commencer à sortir des notes de service qui réglementent les apparitions dans les médias et autres, en principe, tout le monde a le même temps d'antenne dans les médias, tout le monde a le même espace pour les affichages et autres, sauf que sur le terrain, le RDPC va toujours vouloir prendre plus, on va nous faire croire que c'est parce que le RDPC est plus présent. Ce n'est pas parce qu'on est plus présent qu'on va, au lieu d'avoir 3 minutes comme les autres, avoir 15, en sous-prétexte que le parti a fait plus de meetings sur le terrain que les autres. C'est ce qui se passe souvent. Ça, je ne suis pas en train de te demander ça, Ouattara. Je t'informe. C'est le cas. C'est ce qui... Et même sur cette question, s'il te plaît. Un instant, et même sur cette question, on aura le temps de revenir là-dessus. Et même sur cette question, le CNC a été interpellé. Et il a essayé de répondre en disant que non, quand on parle d'égalité de temps, c'est en fonction du nombre d'activités qu'on mène sur le terrain, mais ça n'a rien à voir. On est un candidat au même titre que l'autre. Si on a prévu qu'il y aurait 3 minutes d'antenne pour vous, candidat du RDPC, il y aura les mêmes 3 minutes pour l'autre candidat, qui soit du PAL, du MRC, du je ne sais pas qui, moi. Et il n'y a pas de raison qu'à ce moment-là, on utilise les raisons d'État pour... Donc c'était pour confirmer. Le palais de l'Unité, qui est le palais du peuple, construit par le peuple. Encore que, même à côté du palais de l'Unité, le parti État s'est accaparé des structures qui dans ce pays s'appellent maison du parti. On appelle ça maison du parti. Ça avait un sens au moment où on était dans le parti unique, à l'époque. Mais depuis qu'il y a le multipartisme, normalement dans cette maison du parti, tous les partis politiques légalisés devaient pouvoir y aller pour tenir leurs réunions, meetings ou autre chose qui soit. Parce que c'est la maison du parti. Mais ces maisons du parti ont été rebaptisées, ce sont les maisons du parti RDPC. Non.
Merci. Non, ça a été construit sous le parti unique qui était le seul parti du pays. Mais ça a été rebaptisé en peu temps. Justement. Mais ça a été rebaptisé en peu temps. Attends, c'est un accaparement justement d'un parti politique. Et ces maisons portent les couleurs du parti, du flambeau ardent. Il faut confirmer ce que je suis en train de dire. Un parti s'est accaparé de cette structure qui appartient au parti politique. C'était appelé maison du parti à l'époque du parti unique, j'insiste. Mais à partir du moment où il y a d'autres partis politiques qui sont légalisés, ça devient être la maison des partis politiques. Honnêtement, mais maintenant, le parti d'État s'est accaparé, il faut bien qu'on fasse le constat. El Adjoumarou n'est pas d'accord. Adjamadou. Ce sont des faits. Oui. Le 24 mars 1985 à Bamenda, le RDPC, l'INC devient RDPC. Et le RDPC hérite les actifs et les passifs de l'INC. Oui, mais ça a été conçu sur le fond de l'État, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il n'y a pas de débat à faire en disant que c'est les maisons des partis qui devaient appartenir à tous les partis politiques. L'INC, c'est l'Union nationale camerounaise. Attendant le jour où il y aura changement de parti au pouvoir dans ce pays, on va voir qui va occuper ces maisons-là. Ce n'est pas la maison des partis, mais c'est la maison du RDPC. Les actifs et les passifs de l'INC. Cette maison n'a pas été construite par l'UNC avec ses fonds. Elle a été construite avec les fonds de l'État du Cameroun. Et le RDPC a construit des permanences de partis. Pour l'instant, la raison le plus fort est la meilleure. Le plus fort, c'est celui qui a le pouvoir. C'est la maison du parti. C'est votre maison, d'accord, on vous le conseille. On a inauguré récemment la maison du parti de Baham qui a été construite. Dernièrement, le ministre Nganou Messi a inauguré la maison de parti d'Mbouda qui a été relookée, réhabilitée. Par qui, voyez-vous? Par qui? Comment? Je pose la question. Qui devait relooker? C'est les militants du parti qui ont relooké leur parti. Je pose la question simple. Une fois que le RDPC va quitter le pouvoir, le même parti va occuper les maisons. Permettez qu'il le poursuive. Bon, c'est bon. J'ai suivi, monsieur le professeur, a évoqué l'église. Et avec les congrès de 2018, de 2025. Dans l'histoire du Cameroun, même à l'époque de l'IPC, au temps d'Aïdjo, l'église n'a pas du tout en complicité avec le régime. Hein. Ce n'est pas maintenant que l'église... Parce que quand le prof parle pour dire que c'est passé en 2018 et 2025, l'église a évolué avec sa position en faveur du régime. Justement parce qu'en 2018, il n'y a pas eu autant de sorties de l'église, des représentants de l'église. Je vais y arriver. Vous connaissez l'histoire de Monseigneur Ndokmo, le cardinal Toumi. Ça, c'est les époques. Hein, pour dire que l'église catholique avait une position, même par le passé, d'une façon ou d'une autre contre les régimes qui sont en place. Maintenant, on a vu la position des hommes de Dieu tous ces derniers temps qui estiment que le président Biya ne peut pas se présenter pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais je pense que ce ne sont pas les hommes de Dieu ou l'Église qui va décider de la fin de carrière politique du président Paul Biya. Pourquoi? Parce que le président Biya a reçu un mandat du peuple souverain. Nous sommes en train d'aller aux élections présidentielles. Si certains estiment que le président Biya ne les convainc pas, il y a 11 candidats qui sont en liste. Et on ne peut pas l'empêcher en disant qu'il ne peut pas se présenter. Là, ça remet en cause la démocratie et la liberté des Camerounais. Nous ne partageons pas le même point de vue, mais on ne peut pas empêcher d'autres Camerounais qui ont appelé. Parce que l'appel à la candidature du président Paul Biya a été fait à travers les 10 régions du pays. C'est les Camerounais de façon unanime qui ont dit au président: porte-toi candidat en octobre 2025. Il a accepté l'appel parce que je ne suis pas parti. Certains Camerounais... Vous parlez d'unanimité. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Professeur, la majorité des Camerounais... Non, même pas la majorité. Comment ça? On a vu les grands meetings. L'appel à la candidature du président Paul Biya. Vous les avez comptés, vous avez mesuré bien sûr, si on fait le les poids statistiques, de ces Camerounais. Les statistiques sont claires. Parce que nous-mêmes, on s'interrogeait, est-ce que le président sera candidat? Qu'est-ce qui va se passer? On a fait des appels à travers les 10 régions du pays. Et il vous a répondu. Et on attendait avec impatience la réponse du président. Il nous a répondu de façon favorable. Nous, en retour, on dit au président, nous allons nous battre de façon démocratique sur le terrain pour que vous gagnez. Vous gagnez sans bavure. Parce que c'est ça notre credo. Ces élections seront transparentes, nettes et sans bavure, cette victoire. Et nous sommes en train de se préparer. Nous préparons pour aller
Sur le terrain, nous sommes déjà sur le terrain. Et le RDP se prépare l'élection après élection. Nous n'attendons pas à moins 2 mois, 3 mois ou une année d'une élection pour préparer une élection. Pour dire une minorité n'est pas d'accord avec la candidature du président Paul Biya, la majorité est d'accord avec sa candidature, il est déjà candidat, nous sommes en train de préparer la campagne, les urnes vont nous départager. Au soir du 12 octobre, le président Biya sera réélu pour continuer à diriger le Cameroun. C'est noté. Le professeur Diocho veut réagir. Ce sera la dernière intervention avant la fin de l'émission. Vous dites que la majorité des Camerounais est derrière le président Biya. Je m'inscris en faux parce que vous n'avez pas les chiffres pour attester de ce que vous dites. Mais sachez quand même que lorsque le président Biya est arrivé au pouvoir en 1982, j'étais un jeune étudiant à l'époque, j'étais un fervent soutien du président Biya. En 2025, j'estime que le président Biya a suffisamment donné à notre pays et qu'il doit aller se reposer. À 93 ans, ça c'est votre point de vue. J'ai dit bien à 93 ans, personnel. On n'a plus la force de diriger un pays comme celui-ci. D'après vous, si le président Biya se mobilisait, se déplaçait comme le président Trump aux États-Unis, son âge ne me poserait aucun problème. Mon problème, ce n'est pas l'âge du président, mais c'est le fait que je ne le vois pas. Mais il est visible. Le président n'est plus là, il est absent. Décret, il est présent. Et étant absent, il a reçu on ne gouverne pas par procuration. Le président Biya gouverne aujourd'hui par procuration. Aucune procuration. Et moi, qui l'ai soutenu en 82, qui l'ai soutenu lorsqu'il y a eu cet événement de 84, je dis, cher président, vous avez suffisamment donné au Cameroun. J'aimerais que nous gardions de vous que à 92 ans, vous avez demandé aux Camerounais de vous laisser vous reposer et d'être l'arbitre, n'est-ce pas, des élections sans y participer. Parce que ceux qui vous demandent aujourd'hui de participer aux élections, de remplir pour un mandat, ne vous aiment pas. Merci, c'est noté. Merci, professeur Diocho. Merci également, Roland Tapi. Merci, El Hadj Amadou Mara. C'est fini d'ailleurs. Oui, c'est terminé. Comment ça? Non, comment ça? Merci à Maître Cheikh Oumarou qu'on a eu au téléphone, membre du comité central de l'UNDP. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain, 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon pour une nouvelle édition de Tribune présidentielle.